Moi j'ai 4 ans et mon rêve c'est de rencontrer les licornes. Entreprends tes rêves, le podcast des rêveurs qui passent à l'action. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. Entreprends tes rêves, le podcast des rêveurs qui passent à l'action. C'est une invitation à entrer dans les coulisses de l'entrepreneuriat avec mes invités. C'est 2 lundis par mois et sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis Alexandre et mon rêve c'est de faire le tour du monde. Mon rêve, c'est de créer un podcast. Et après, comment je ferai le tour du monde? J'aurai un sac à dos. Mon rêve, c'était d'être Claire Chazal. J'ai rêvé d'être pilote de F1. Mon rêve, c'était d'être artiste peintre. Et aussi de aller sur la lune et de être libre. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. Rendez-vous sur Les Vedettes en scène. Mon rêve, c'est de rêver éveillé. Peux-tu me dire, avec ton cœur, pourquoi tu fais ce podcast, Mathilde ? Fut la première question de mon invité, Jean-Luc Lambert, lorsque nous avons préparé l'épisode. Je n'ai pas de réponse rationnelle à cette question. C'est un rêve lucide, comme un rêve qui a surgi de nulle part et qui s'est imposé à moi, comme une évidence. Je me sens à ma place, c'est tout. Et ça m'anime, me fait vibrer, me remplit, instant après instant. Le ton de l'entretien était posé. Jean-Luc Lambert a un parcours riche. Il a été chargé de mission à la région, directeur d'un établissement de soins, directeur et manager à la politique de la ville, directeur adjoint général et manager au pôle de la cohésion sociale et au pôle de développement économique d'une agglomération. Et depuis 2020, il est président et fondateur de la société JL Kaizen qui propose formation, conseil et coaching. Depuis 45 ans, il enseigne également les arts martiaux et les sports de combat. Enfin, son amour pour la littérature et sa curiosité l'ont imprégné de la parole des grands sages spirituels de notre terre. Dans cet épisode, il va vous inviter à la solitude, au silence et à l'écoute. Laissez-vous donc bercer par un rythme inhabituel, bien loin du bruit et de l'agitation de nos vies. Laissez-vous surprendre par la voix du cœur. J'aimerais commencer cette interview justement par ce rêve que tu m'as partagé quand on l'a préparé, qui était de rêver éveillé. Gamin, je me suis interrogé sur le rapport que j'avais au monde. Dit autrement, c'est qu'est-ce que je fais ici-bas? Qu'est-ce que je fais dans ce bruit, ce vacarme? Dans le rêve éveillé, ça renvoie à la question du rapport au réel et à la question du qui je suis. Et très tôt, j'ai vécu ce qui me semblait être la norme pour moi, ce qu'on appelle aujourd'hui des états modifiés de conscience, avec une très forte sensibilité. J'ai essayé de témoigner de ça dans mon milieu familial, ce n'était pas forcément compris. Et j'ai très tôt développé une grande capacité d'observation du monde des adultes, de l'école, et à des choses que je n'ai jamais, même aujourd'hui, acceptées et comprises. Okay. Donc notamment la façon dont on rentre en relation avec l'être humain et avec le vivant, de façon souvent très violente et de façon pas très respectueuse et très autocentrée. Et j'ai trouvé refuge dans mes univers perso, intérieurs, au travers de ces expériences-là, et à
l'âge de 6-7 ans, je me suis engagé sur la voie du sport. C'était une façon, moi, de m'évader et de me réapproprier mon corps. Parce que j'avais tendance À l'oublier. à l'oublier un petit peu. Et le rêve éveillé, c'est la question de qui je suis. Et le qui je suis, encore aujourd'hui, c'est une question que je me pose. Je crois qu'on la pose durant toute une vie. Le rêve éveillé, c'est la question comment je construis la réalité, la façon dont je rentre en relation avec le réel, la façon dont je rentre en relation avec le vivant, la façon dont je communique, la façon dont je projette, la façon dont je me construis. Est-ce que je suis en harmonie? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que je suis tendu? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis dans la joie? Etc. Et ça, je l'ai compris de façon très instinctive, très tôt. Et plus tard, j'ai mis des mots. Je vais développer un petit peu. Ouais, avec grand plaisir. Le rapport au réel, pour moi, c'est qui je suis, donc Jean-Luc, enfant, ado, adulte, sportif, je reviendrai sur mon parcours sportif, quelqu'un qui a une soif de connaissance, un besoin d'être reconnu, ado, jeune adulte, qui reprend ses études un peu tardivement pour prouver qu'il vaut quelque chose. Donc, ce besoin de reconnaissance qu'on a tous. Et derrière le besoin de reconnaissance, c'est la façon dont je me construis, la façon dont je suis reconnu dans le regard de l'autre. Nous sommes des êtres d'altérité, nous sommes des êtres de relation, et on n'a pas de repère, on n'a pas de guide qui nous explique comment il faut faire. Comment tu fais, Jean-Luc? En fait, tu vois, tu as une multitude de petits mots à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est la commedia dell'arte, c'est la personnalité sonnée avec persona. Donc, j'ai plein de masques, mais ces masques ne te déterminent pas. Ces masques te permettent de rentrer en relation, ils font partie de ton identité. Donc, tu vois, on pourra rajouter la question de l'identité, qui je suis. La question de l'identité, c'est quelque chose que tu construis. Alors, si je le résume en deux mots, aujourd'hui je le comprends intellectuellement. Persona sonné avec une multitude, le multiple, où intérieurement c'est une guerre incessante, tu vois, avec l'envie d'aller à gauche, l'envie d'aller à droite, l'envie de faire ça ou de ne pas faire ça, avec les doutes, avec les certitudes, avec... La vie n'a pas de sens, ni de sens interdit, ni sens obligatoire. Et si elle n'a pas de sens, c'est qu'elle va dans tous les sens et déborde de sens, inonde tout. Elle fait mal aussi longtemps qu'on veut lui imposer un sens, la tordre dans une direction ou dans une autre. Si elle n'a pas de sens, c'est qu'elle est le sens. Où cours-tu? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi? De Christiane Singer, écrivaine, essayiste et romancière française. Le chaos, mais qui est le propre de l'humanité, il faut l'accepter, c'est comme ça. C'est le mouvement de la vie, ça, voilà. en fait, qui s'exprime. Tout à fait. Et ça correspond à l'âge de l'enfance, de l'adolescence. Et tu vois, c'est marrant parce que ce que je vais te dire là, je l'ai perçu très tôt. Je pense que je suis né vieux, en fait. Je pense vraiment. Tu vois, quand tu quittes le ventre de ta maman, quand nous avons quitté quand nous avons atterri ici-bas, je pense qu'on a eu cette peur primaire, tu vois, de se sentir séparé. Ton corps se tend et tu as l'impression que tu es séparé du monde. Hein, tu cherches la tétée, tu cherches le ventre de ta maman. Et l'être humain dans cette société, dans cette humanité, dans ce système-là, fait que nos repères ne nous permettent pas, à la différence de certaines civilisations, ce qu'on appelle, qui sont très ritualisées, de passer les caps correctement. Tu vois, l'enfant se construit avec cette illusion qu'il est séparé. Et l'adolescent se construit avec cette illusion qu'il est séparé. Et les adultes que nous sommes baignons dans l'illusion que nous sommes séparés. Et tu peux arriver jusqu'à la fin de tes jours en pensant que tu es séparé. Tu vois, et tout l'enjeu, c'est de te dire effectivement, dans ta construction de ton identité, ta personnalité, le multiple, il a sa place, ce qu'on appelle l'ego. Sans ego, tu ne peux pas te déplacer. Oui.
Tu vois, on est incarné, donc c'est comme ça. Mais vient un temps où tu te dis, est-ce que je vais commencer à prendre le chemin de ce qu'on appelle en psycho, le chemin de l'individuation. Est-ce que je vais revenir à la maison? Tu vois, mais pour revenir à la maison, pour retrouver une forme d'alignement, retrouver ce que tu es au fond de toi, il faut des prises de conscience. Il faut un appel. Et malheureusement, souvent, ça passe par des souffrances et des épreuves. Oui, par des états de crise. Et si je reformule ce que tu viens de dire, c'est que finalement, l'identité, c'est presque un oubli. On oublie qui on est pour finalement, au fil des années, revenir et essayer comme une chasse au trésor, de retrouver qui on est. Comme si avec les années, on s'en rapprochait un peu plus. Ça te parle? C'est comme ça que tu le vois? Alors pour moi, l'identité, c'est une construction permanente. Ce n'est pas figé. Il y a l'identité de qui je suis, Jean-Luc Lambert, marié, 2 enfants, prof de karaté, prof de tai chi, ancien directeur général adjoint dans une collectivité, ancien directeur d'un centre de soins, celui qui aime ceci, celui qui aime cela. Et ça, je le construis au gré des frictions, des rencontres, des bonheurs, bonheurs, ou des malheurs, malheurs. Tu vois, et c'est la façon dont je vais me déplacer dans ma vie qui modifie mon identité. Malheureusement, on nous a fait croire, ça c'est une véritable croyance, une forme de déterminisme, qu'une fois le conditionnement de base passé, notre éducation, le système dans lequel nous sommes, eh bien on rentre dans le moule et voilà, et on vit avec ça. Or, on a un potentiel qui est énorme, on a des capacités insoupçonnées. Si on est un petit peu sensible, on s'aperçoit que notre identité n'est pas figée et qu'on est beaucoup plus vaste que ce que les autres perçoivent de nous, de ce que nous-mêmes nous percevons de ce qu'on pense être. Tu vois, et la question de l'identité, c'est est-ce que en revenant à la maison, alors revenir à la maison, ce terme-là, c'est... Oui. Tu peux le détailler? Oui, je vais le détailler. Je te disais tout à l'heure, quand tu souffres, quand tu es dans des périodes de doute et que tu traverses des crises, tu te poses forcément des questions de qui je suis et où tu veux aller. Et là, peut-être que sans que tu t'en aperçoives, il y a une nostalgie qui est présente. Il y a quelque chose en toi qui te dit, en fait, d'où je viens, qui je suis réellement, et de façon très intuitive, tu sais, au fond de toi, que tu ne viens pas de nulle part. Oui. Et tu sais au fond de toi, c'est un petit peu le jardin d'Éden, hein, tu sais que ton âme est là, tu sais que l'âme existe, qu'elle appelle, qu'elle t'appelle, mais on ne fait pas suffisamment de place pour l'écouter. Oui. J'appelle ça les boussoles, je pense qu'il y en a plusieurs, ou la boussole intérieure, où c'est finalement cette petite voix auquel, en tout cas, moi à mon âge, je ne fais pas encore droit totalement, mais j'aimerais le cultiver. Et cette petite voix, elle est souvent très très juste, et elle se fait embarquer par le mental, les croyances, les peurs, la superstition, enfin tous ces parasites, on va dire. En tout cas, si je refais un lien vers l'entrepreneuriat, en tout cas c'est mon expérience, plus on se relie à cette voix intérieure, plus elle est juste, et je crois que ça me donne l'impression comme d'un tapis rouge qui se met en place devant toi, et plus tu restes proche de ça, et plus les choses finalement sont fluides et faciles. En tout cas, elles ont l'air d'aller de soi, quand c'est cette voix-là de l'âme qui parle. Ça te parle, toi ? Si on parle de l'entrepreneuriat, les hommes et les femmes qui réussissent, à un moment donné, sur leur parcours, ils ont écouté cette petite voix. Elles ont écouté la petite voix. C'est sûr. Tu ne te laisses pas influencer par l'environnement, de l'impossible. Oui. Donc tu écoutes cette voix-là. Et si tu fais un parallèle avec les épreuves de la vie, les doutes et les relations, et je vais te faire un petit parallèle avec la théorie du I, de l'intention qu'on a dans la culture taoïste. Si tu te poses, quel que soit ton niveau scolaire, quelle que soit ton éducation, d'où que tu viennes,
viennent. Et on a tous cette capacité à faire silence. Tu vois, paf. Ben, tu sais. Oui. Tu sais. Tu sais que dans telle relation, il y a un truc qui cloche. Oui. Tu sais que dans tel système, il y a quelque chose qui t'attire et qui est sympa, d'autres qui sont des véritables repoussoirs. Tu le sais au fond de toi. Mais on est tellement encombré. Oui. On est tellement préoccupé. On est tellement Pressé. endormi. Endormi. Tu vas faire un rêve éveillé, c'est sortir de cette torpeur, sortir de cette léthargie, sortir de cette agitation. Tout ce qui nous est demandé pour réaliser notre être véritable, c'est de faire silence. Quoi de plus facile ? L'enseignement de Ramana Maharshi, yogi et gourou indien du XXe siècle. J'ai envie de proposer une première invitation pour les auditeurs qui nous écoutent. Ce serait d'essayer d'écouter cette petite voix intérieure en faisant silence. Parce que j'entends déjà les auditeurs me dire mais comment on fait, tu vois, comment j'ai la solution, la méthode pour le faire. Il n'y a pas grand chose à faire, mais c'est en même temps énorme. C'est faire silence avec soi-même et écouter. Et tu le formulais très bien, c'est sonder. Tiens, telle relation, je sens qu'il y a quelque chose qui ne me correspond pas, ou dans telle entreprise, il y a cette valeur-là qui est absente. Offrons-nous l'espace du silence pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est la première invitation. Est-ce que tu pourrais me raconter comment ton parcours professionnel a été guidé finalement par cette sagesse intérieure que tu as très jeune ? Je vais le reprendre de façon chronologique et synthétique. Pas tout, peut-être, tu vois, les les étapes quelques éléments qui te paraissent... qui peuvent intéresser les auditeurs, notamment sur ce n'est pas possible. Voilà, c'est la question de déterminisme également, déterminisme social, déterminisme de ta condition initiale. Moi, je suis issu d'une famille modeste. J'ai très tôt été un petit homme pour prendre soin des êtres que j'aimais, ma maman, mes frangins, mes frères. Et l'école ne m'intéressait pas, je ne comprenais pas ce qu'on m'enseignait à l'école. Mais j'ai toujours eu une grande curiosité, capacité à observer autour de moi, capacité à observer la nature, capacité à observer les fourmis, capacité à observer tout ça. Donc, sur mon parcours scolaire, j'étais, comme on le disait à l'époque, un échec scolaire. Mais je n'ai jamais ouvert un bouquin jusqu'à l'âge de 17 ans où je me suis retrouvé sur le marché du travail en occupant mon premier poste qui était l'étanchéité sur les terrasses, donc poste manuel. Mais en parallèle, dès l'âge de 9 ans, je pratique les arts martiaux, les sports de combat, en obtenant des titres très rapidement. Ma passion, mon refuge, mais qui ne permet pas de remplir le frigo. Donc à 17 ans, 18 ans, tu te retrouves sur un chantier, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là, c'est pas possible. Et là, j'ai un gros déclic, je démissionne. À 18 ans et demi, j'ai mon appartement, donc il faut que je fasse face à la réalité. Et je vais au CIO, le Centre d'information et d'orientation, pour prendre des conseils en disant mais j'aimerais bien passer le bac. Le bac D. Mais j'ai rien, j'ai pas de niveau. Attends, mais le déclic, qu'est-ce que tu te dis ? Le déclic, c'est... voilà, ce qu'il faut que je précise, c'est que j'ai toujours bouquiné, par contre. J'ai assez curieux, voilà, je bouquine. Je me dis, non, je ne peux pas continuer à bosser, à faire l'étanchéité sur des terrasses, un métier manuel de fou, tu t'abîmes, tu te brûles, tu respires du goudron. Et le déclic, ce sont les ouvriers avec lesquels j'étais, où je leur fais part de mon rêve, justement, dire, moi, j'aimerais bien reprendre les études, passer un bac, le bac D, parce que je m'intéresse à la biologie, peut-être devenir, je ne sais pas trop quoi, prof, psychologue, je sais pas. Ils m'ont ri au nez. C'est comme s'ils me disaient, mais jamais tu ne pourras faire ça. Ouais, c'est pas pour toi. Et là, j'ai démissionné.
Je suis parti en courant, en pleurant, en disant mais c'est quoi? Et dès le lendemain, je suis allé au CIO, Centre d'information d'orientation. J'ai rencontré un conseiller, je lui ai dit voilà, j'aimerais passer mon bac D. Et ce conseiller m'a quasiment ri au nez. Aussi en me disant ce n'est pas possible. Alors, tu te doutes bien, il m'en fallait pas plus pour renforcer ma motivation et ma rage pour aller là où je voulais aller. Donc je n'ai pas passé le bac D, j'ai passé les c'est l'examen spécial d'entrée à l'université, l'équivalent du bac D, quoi. Et là, ça s'est enclenché, j'ai trouvé un boulot plutôt intéressant dans une mission locale en tant que conseiller d'insertion. Oui. Et j'ai repris mes études tout en travaillant et tout en menant une carrière de sportif. Et ce que j'ai envie de dire là à l'instant, si vraiment tu écoutes ta voix intérieure et que tu as le goût de l'effort, je ne parle pas du rapport au travail-souffrance, je ne parle pas de ça. Oui, merci de le préciser parce que l'effort, je pense que l'effort est un mot qui aujourd'hui est déformé. L'effort est associé à la souffrance, au sacrifice, presque à quelque chose de contre-nature, où on s'abîme. Là où je pense que l'effort est un tu vois, j'ai un mouvement de la main, c'est chaque jour l'effort. C'est dans le temps, c'est dans c'est d'être déterminé, pas dans la... Tu vois, c'est d'être persévérant, l'effort. Il y a des mots qui sont galvaudés, l'effort, la discipline. Il faut revenir à des fondamentaux, hein, c'est intemporel, je vais parler maintenant. Croire en soi, écouter sa petite voix intérieure et avoir quand même une discipline qui te permet d'aller vers ton rêve, de le nourrir, avec une motivation qui nécessite d'être préservée. Et on est dans un environnement, on subit des influences diverses et variées, et on a vite fait de perdre cette motivation. Motivation, tu connais le mot, l'étymologie. Motivar, c'est mettre en mouvement. Un mouvement, vous verrez. Tu te mets en mouvement, et ça, il faut une discipline de vie. Donc, j'ai très tôt cultivé une discipline de vie pour aller vers mes rêves. Là, je me souviens, j'avais un grand cahier où je mettais dessus « Paresse, tu es mon ennemi ». C'était l'effort, tu vois, en me disant « Il faut que j'aille vers là, vers là, vers là ». Et au fur et à mesure que tu avances vers ton rêve, tu t'aperçois que cet effort-là ne relève absolument pas du rapport au travail, trépalium, la souffrance. Tu auras dans la douleur et tout ça. Pas du tout. Au contraire, tu te connectes avec une puissance intérieure, une force intérieure qui va te permettre de cultiver une forme de confiance en toi. Oui, et c'est un cercle vertueux de plus j'écoute cette voix intérieure, plus passer à l'action finalement est presque simple, évident, et en faisant, on prend confiance en soi. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu proposes, c'est que tu passes en fait assez rapidement à l'action, tu l'as dit au début de l'entretien, et après tu mets des mots, tu mets de la conscience. Je suis en train de lire en ce moment la conférence sur l'efficacité. Alors le titre exact, c'est Conférence sur l'efficacité, et c'est de François Julien. Philosophe et sinologue, il présente ici une conférence qu'il a prononcée auprès des chefs d'entreprise et dans le milieu du management. D'un côté, la conception européenne de l'efficacité, qui est liée à la modélisation comme à la finalité, et qui revendique l'action jusqu'à l'héroïsme, et de l'autre, la pensée chinoise de l'efficience, indirecte et discrète, qui s'appuie sur le potentiel de situation et induit des transformations silencieuses, sans éclat ni même événement. Où justement, il explique que dans la société occidentale, on a tendance à déjà beaucoup modéliser et faire en sorte ensuite que la réalité puisse rentrer parfaitement dans une modélisation. Or, ça ne se passe jamais comme prévu. Je pense que si on écoute cette voix intérieure, donc on est à un autre endroit, on n'est pas dans le mental qui va essayer de tout planifier et tout organiser, on va être dans un autre espace. L'action, elle est juste à ce moment-là. Et ce que j'entends dans ton parcours, c'est j'ai envie de me remettre à mes études, je me laisse absolument pas influencer par le regard extérieur et j'y vais en écoutant avec discipline et persévérance cette petite voix intérieure qui me guide.
et on en est tous capables. Ça, j'en suis intimement persuadé, on en est tous capables. La difficulté, tu vois, c'est de sortir de ce bruit, sortir de cette ambiance très anxiogène de notre société. Donc, c'est comment tu peux, à ton niveau, quelle que soit la voie que tu empruntes, avoir des espaces de solitude. Avoir un espace de solitude qui te relie à ce que tu es intérieurement. Tu vois, si je fais le lien, par exemple, avec le boulot, le job, le management, parce qu'on évoquait le management, Oui. L'art du management, l'art de mettre en mouvement, tu t'aperçois que souvent les managers sont très, 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 très encombrés et ne sont pas réellement alignés. Tu vois, dans le pas de management, c'est comment toi-même, dans ta vie, tu te mets en mouvement. Je ne pense pas que tu puisses manager des équipes, je ne pense pas que tu puisses être à ta place si à un moment donné, toi-même, sur ton chemin de vie, tu ne t'es pas mis en conscience, en mouvement, en repérant qui tu es, dans ton système de valeurs, dans ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, dans la perception que tu as de ton environnement et dans une capacité d'écoute et d'observation de ton environnement qui te permet, quand tu occupes un poste clé, de voir où tu es, de voir avec qui tu as affaire, de voir comment tu vas te comporter avec tes collaborateurs, te comporter avec tes clients. Ce que j'entends, c'est un mouvement que tu as décrit à plusieurs reprises. C'est déjà un mouvement vers soi. Je reviens à moi, je commence par moi. Qui suis-je ? Et ça me permet ensuite d'être en interaction avec l'extérieur. C'est un va-et-vient récurrent de moi à moi et de moi ensuite vers l'autre pour pouvoir être dans une interaction qui est juste. On improvise, tu couperas ce qui ne va pas, on est d'accord ? Oui, bien sûr. Je vais te faire part de quelque chose qui me vient là. Toi, très tôt, je me suis posé des questions du qui je suis, mon rapport au réel. J'ai cheminé, j'ai beaucoup lu, j'ai fait de très belles rencontres sur mon parcours, des personnes qui ont été éclairantes pour moi, des auteurs, et surtout des expériences, du vécu et de la pratique. Il ne nous donne pas seulement à penser, mais aussi à croire et à douter, mais peut-être plus encore à vivre, à pratiquer. L'évangile de Jean est l'absurde et la grâce, de Jean-Yves Leloup. Théologien, essayiste et traducteur. Prêtre français dominicain puis orthodoxe. Et à un moment donné, je me suis posé la question, après avoir fait des tas de choses pour être mieux intérieurement, que ce soit la thérapie, que ce soit la méditation, le zen, le qigong, le tai chi, des choses que j'enseigne encore aujourd'hui. Je me dis, attention Jean-Luc, là, et j'ai eu la chance, je ne sais pas d'où ça vient, les arts martiaux m'ont beaucoup aidé par rapport à ça, de ne pas emprunter dans ton appel ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Moi, c'est beaucoup plus une voie de dépouillement personnel que de développement personnel. À trop se poser de questions, on devient autocentré. Oui. Et l'équilibre pour moi, quand on veut avancer, y compris dans l'entrepreneuriat, c'est effectivement se poser les bonnes questions, prendre soin de soi. Donc, prendre soin de soi, c'est en faire autre cas de sa personne. Oui, c'est pas une approche narcissique et autocentrée. C'est pas du tout ce qu'on est en train d'évoquer. Prendre soin de soi, je le décrirais, je le traduirais par être à l'écoute de son être. Et son être, c'est. J'en profite pour raconter ce que je te disais quand on a préparé l'entretien par rapport au rythme. Moi, il y a un mois, j'ai mesuré que le rythme dans lequel j'étais embarquée était contre nature et que j'étais sans arrêt malmenée par le rythme que j'avais décidé de m'imposer et finalement d'accepter que je ne pouvais pas tout mener de front, étant mère de 3 enfants dont 2 en bas âge, de créer mon entreprise, de lancer 2 podcasts, d'être à la fois bonne mère, bonne épouse,
bonne amante, bonne compagne, femme dite active. Je ne sais pas ce que ça veut dire, femme active, c'est un terme. Comment finalement revenir dans cet espace de silence et se laisser guider par quel est mon rythme de travail, mais ça va plus loin, ça va être mon rythme biologique en tant qu'être vivant. Et c'est essentiel, je crois, d'être en lien avec ça pour finalement, après, être en lien avec l'autre, pour pas se laisser embarquer finalement par le rythme de l'autre. Toi, tu évoques la question du rythme, donc forcément, tu évoques la question du mouvement. Et si tu évoques la question du mouvement, tu évoques la question du corps, de l'esprit et du cœur. C'est ça. Tout est lié. Nous sommes dans un rythme effréné. Notre société, on va dire depuis la révolution industrielle, ça ne cesse que de s'accélérer, dans un biorhythme systémique qui n'est pas le biorhythme de l'être humain. Oui. Donc c'est complètement pathologique. Si tu prends soin de toi, parce que tu as conscience de ça, c'est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. Prendre soin de soi sans faire trop cas de sa personne, ça signifie pour moi passer à l'action, aller vers les autres et avoir un petit peu le souci des autres. Parce qu'à un moment donné, tu es conscient que tu appartiens à un système, que tu contribues à cette accélération, et tu contribues à ce vacarme, ce chaos, etc. Et c'est de dire si je pouvais contribuer autrement et différemment. Donc oui, je prends le temps de me poser, je prends le temps de faire silence, je prends le temps de prendre soin de moi. Je fais tout ce qu'il faut, je vais mettre en œuvre des stratégies pour mieux me déplacer, mais il est important à un moment donné d'acter, de passer à l'action. Je vais illustrer mon propos. Tu vois, quand tu te connectes à ton élan, tu tiens ça, je sens que je suis connecté à ma petite voix. Ok, et cette petite voix, elle te dit quoi? Elle va te dire, tiens, comment je me déplace? Quelle est ma colonne vertébrale? Quelles sont mes énergies ou quelle est ma force? C'est quoi qui fait sens pour moi? Donc on peut évoquer la question des valeurs. Oui, qu'est-ce qui fait sens pour moi? Quelles sont mes valeurs? Et comment j'ai envie de les incarner dans la chair, dans le corps. Donc on n'est pas dans un concept de liberté ou de respect. C'est comment j'incarne la liberté dans mon être et dans ma chair, dans la matière, sur Terre. Tu vois, si je te reprends le travail que j'ai fait sur moi, que j'enseigne encore aujourd'hui, toi, j'évoque la question des valeurs, c'est je sens que le système dans lequel je suis, professionnel, les êtres avec lesquels je suis en relation, ben, ça résonne faux. Ça résonne juste. Ça signifie quoi? Ben, ça signifie tout simplement que mes valeurs, on a 5-6 valeurs fondamentales qui nous constituent les uns et les autres, ben, ne sont pas réellement mes valeurs. Ce sont des valeurs inculquées, ce sont des valeurs qui ne sont pas miennes. Ce sont des valeurs qui sont liées à ma personnalité, persona, tu vois, parce qu'il a fallu que je sois intégré, inséré. Nous sommes tous des êtres conditionnés. Et ça peut aller très loin. C'est-à-dire, tu peux embrasser un métier, tu peux aller vers une relation affective en t'apercevant que le moteur derrière, ce n'est pas ton être au fond de toi, ce sont des choses qui relèvent du conditionnement. Et tes valeurs ne sont pas les tiennes. Donc quand tu fais un temps de pause, tu dis, tiens, ma valeur c'est quoi? Alors, je vais illustrer mon propos. Au fond de moi, j'ai une valeur de liberté qui est bien chevillée au corps. La liberté est un état d'esprit, non le fait d'être affranchi de quelque chose. C'est un sens de liberté. C'est la liberté de douter, de remettre tout en question. C'est une liberté si intense, si active, vigoureuse, qu'elle rejette toute forme de sujétion, d'esclavage, de conformisme et d'acceptation. Se libérer du connu, de Krishnamurti, penseur indien du XXe siècle. Cette valeur de liberté, elle me dit, là, non, je ne veux pas t'enfermer, je ne veux pas te laisser influencer par ceci, par cela. Tu peux me donner un exemple concret dans ton parcours où tu t'es dit, là, ma liberté n'est pas respectée? Ne pourrait pas être respectée. Ne pourrait pas être respectée parce que tu n'as jamais fait l'impasse là-dessus. Voilà. Tu vois, je vais te donner plusieurs exemples. Premier, lourd de sens et important pour moi, je suis marié, j'ai 2 enfants. Donc quand j'ai décidé de me marier avec ma compagne,
j'ai avec elle, nous avons tous les deux, au-delà de l'état civil, passé un contrat. Mhm. Quand tu es lucide, tu te dis, à l'instant où je décide de qui je suis, où j'en suis, dans ce que je veux, ce que je ne veux pas. Est-ce que je vais troquer ma liberté au risque de refouler dans quelques années et d'être malheureux? Donc, comment je m'organise dans une relation? Et quand je parle de liberté, tu comprends bien que la liberté, c'est permettre à ton être d'être en mouvement. Nous sommes des êtres de relations, de rencontres. Donc, ok pour constituer et créer une famille. Ça, c'est la valeur de sécurité affective, le bien, l'amour qui va traverser ça. Mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Tu vois, c'est-à-dire que si ton besoin de sécurité est tel que tu vas... Qu'il est enfermant. Voilà, mais tu vois, la valeur de sécurité, elle est normale, on a tous besoin d'avoir un toit, d'avoir la valeur... Oui, les sécurités... La fameuse, voilà, la fameuse pyramide de Maslow, voilà. Qui entre nous n'est pas très bien... On ne connaît pas trop les origines de Maslow, enfin, les influences de Maslow. C'est pas qu'un psychosociologue, c'est quelqu'un qui a été influencé par la culture indo-européenne. Donc, tu vois, quand tu reprends cette pyramide-là, c'est normal, voilà, sécurité, c'est normal. Mais si tu t'en tiens qu'à ça, tu ne t'en sors pas. Et malheureusement, on est dans un rythme et une société où on est toujours préoccupé de la sécurité. Exactement. Merci de le formuler. Ouais. Et si ça, tu n'as pas suffisamment d'écoute, tu vas passer ta vie à nourrir cette valeur-là. Or, je pense que l'être humain, les êtres humains que nous sommes, l'humanité, elle est parcourue, elle est constituée, elle est mue par, appelons ça la conscience, voilà. Par autre chose. Par autre chose. Vivre demande en fait beaucoup d'amour, un fort penchant pour le silence, une grande simplicité, énormément d'expérience. Il faut avoir un esprit capable de penser de manière très lucide et qui ne soit pas sous le joug des préjugés ou des superstitions, de l'espoir ou de la peur. Se libérer du connu, Krishnamurti, penseur du XXe siècle. C'est un ailleurs, c'est une chambre avec vue. C'est un ailleurs, un lieu où j'ai vécu quelques bonheurs passés inaperçus, quelques douceurs avec une inconnue que j'ai connue. Henri Salvador, chambre avec vue. Merci de citer ces deux valeurs, la sécurité et la liberté, parce que je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est très très vite tiraillé entre les deux. Parce qu'on a envie de garder une sécurité financière, et en même temps j'ai l'impression que les gens qui se lancent en tant qu'entrepreneurs ont un appel de liberté. J'entends liberté d'être, je suis à ce niveau-là. Comment on fait? On s'organise, on va planifier financièrement, parce que c'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? 2-3 témoignages. Et je reviens sur ta première question sur la liberté. Je te parle du mariage, je te donne un autre exemple au boulot. Ouais. Je ne suis plus en phase avec mon environnement me concernant. J'ai souvent démissionné. Ok. Après avoir fait 4 ans, 5 ans, 10 ans dans une boîte, parce que je n'étais pas en phase avec les valeurs portées par la société. Mais pour démissionner et t'apercevoir que tu n'es pas en phase avec tes valeurs, faut-il que tu connaisses tes valeurs et que tu aies repéré les valeurs du système dans lequel tu évolues. Et malheureusement, on est souvent en tension, en conflit, sans connaître l'origine du conflit. Alors que c'est pas très compliqué en réalité. En réalité, c'est que tu es fait de valeurs. Tu connais l'étymologie du mot valeur? Non, raconte. Valeur, ça veut dire c'est vertu. Ok. Vertu, c'est force.
Donc l'être humain, pour se déplacer, il a besoin de force. Donc quelles sont tes forces? À qui tu es, tes forces, ton alignement, c'est cette colonne vertébrale. Tu vois, donc, la liberté me concernant, je ne transige pas, je ne suis pas en phase, je démissionne. Tu vois, je ne vais pas chercher le conflit, mais je ne le fuis pas non plus, avec tout ce que ça sous-entend, de prise de risque, de zone d'inconfort. Et là, paradoxalement, quand tu as cette capacité à ne plus être préoccupé en permanence par ta sécurité, et je vais te donner un exemple beaucoup plus récent, tu as une espèce de foi qui vient. Oui. Tu vois, tu as une confiance qui émerge et qui te donne un élan pour aller là où tu dois aller. Brisez vos limites, faites sauter les barrières de vos contraintes, mobilisez votre volonté, exigez la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être, découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir. Jonathan Livingstone, Le Goéland et le Messie récalcitrant de Richard Bach, écrivain américain du XXe. Avec après, bien évidemment, de la rationalité. Tu vois, quand tu te lances dans une entreprise... Oui, on ne fait pas l'impasse sur l'opérationnel, sur la mise en action très concrète de la création, du développement ou de la structuration d'une entreprise. C'est simplement que là où on a envie de vous emmener avec Jean-Luc, c'est finalement presque à la source. Parce que c'est à partir de cette source-là de votre être que vous allez trouver la force, l'élan de continuer dans le temps. Et presque de vous, comme tu le disais, de se dépouiller finalement de tout le bruit qui va pouvoir faire obstacle finalement à notre cheminement, à notre avancée en fait. C'est à cet endroit-là. Et pour rebondir par rapport à ça, moi en ce moment je traverse une période de doute dans la création de mon entreprise qui est tenace, qui est très inconfortable parce que c'est une étape où je vais devoir rentrer dans une posture commerciale, de me vendre. Je n'aime pas du tout cette expression, mais elle est courante, donc je la cite, pour en fait entrer en relation avec des potentiels clients et puis collaborer ensemble au moyen d'une transaction financière. Et ça, pour moi, c'est une étape inconfortable que je vais dépasser. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a ce doute qui est présent. Et quand je dis qu'il est présent, c'est que corporellement, il est présent. Tu vois, tu les sens, les sensations de malaise que tu peux avoir quand quelque chose va être difficile pour toi à vivre et à dépasser. Et en même temps, il y a cette force tranquille, cette détermination, cet élan de « ok, je continue ». Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus vaste qui me dépasse complètement, qui me pousse à aller vers cette voie-là. Et ce serait une invitation pour vous, chers auditeurs, ce serait d'essayer de sentir dans votre corps, dans votre chair, ce qui vous pousse, ces élans-là, quand ils vous poussent et quand ils finalement vous guident dans votre projet. Deuxième invitation. Toi, je partage totalement ce que tu viens de dire là. J'ai, dans mon parcours professionnel, chapeauté le développement économique. Ah, merci. Oui, j'avais très envie que tu nous en parles. C'était pas mon milieu. Moi, je viens du social à la base et du sport. Et j'ai été au-delà, dans un premier temps, de mes a priori. Tu sais, les gens se lancent dans une entreprise et l'essentiel, c'est de faire de l'argent. Moi, je comprenais pas trop. Et j'ai quand même identifié des parcours de chefs d'entreprise qui, pour moi, qui m'ont impressionné, vraiment impressionné. Et j'ai fait un parallèle avec mon approche guerrière, l'esprit du guerrier dans les arts martiaux. Et les chefs d'entreprise, je pense qu'un chef d'entreprise est quelqu'un qui se lance. C'est quelqu'un qui a une âme de guerrier, mais j'en suis intimement convaincu. Homme ou femme, bien évidemment. Te lancer, et je vais apporter un témoignage sur ma propre création d'entreprise, te lancer dans une entreprise, dans un projet d'entreprise,
Sans douter, ça n'existe pas. Oui. Tu ne peux pas faire autrement que douter. Le doute, ça va te permettre d'éviter des pièges, ça va te permettre de prendre conscience de là où tu mets les pieds, de prendre conscience que tu vas avoir une petite traversée du désert, de prendre conscience que le chemin sera long. Et en même temps, sur ce mouvement de création, de développement, tu te connectes à quelque chose peut-être pour toi de nouveau. Donc une force intérieure qui te dit mais non, mais vas-y. Tu vois, il y a une espèce de puissance en toi qui te dit non, vas-y. Et c'est jouissif de te dire je vais créer quelque chose là. Et le doute de te dire oui, mais il faut que je remplisse le frigo, et comment je vais m'y prendre, et comment je vais développer ça, et comment je vais. Je pense que quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, il faut à la fois qu'il soit en capacité de faire le silence, de ne pas se laisser influencer par les bruits, les conseils des uns et des autres, tout en prenant note de ce qu'on peut te renvoyer intelligemment, d'avoir cette capacité à t'autocritiquer, à changer de braquet, à changer peut-être de chemin, peu importe. Et à partir de ce que tu sens en toi, d'avoir cette intelligence de créer. Tu vois, quand on parle de liberté, la liberté, c'est un lien avec la créativité. Oui, merci de faire cette passerelle parce que elle va de soi pour moi. Je pense que la créativité, c'est le prolongement de notre être. Et que si on est libre d'être, tout est possible. Et la créativité, c'est un... Non, là je vais être trop bavarde, on pourra en parler des heures. J'adore le processus créatif. C'est quelque chose, moi, qui vraiment me... Tu vois, comment une idée arrive, tu vois, comment ça se manifeste, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe quand tu te dis, tiens, ça, je vais le créer. Et que ça se concrétise dans la matière. Ça, moi, ça me passionne. On s'adresse à des auditeurs qui peut-être ont envie de créer une entreprise ou de se lancer. J'ai, à partir de mon expérience, développé une capacité à mener des projets. Et j'enseigne encore la conduite de projet, le management par projet. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas le management par projet, la conduite de projet, on va le résumer très simplement. Tu as une vision, tu as une idée, tu as un désir, tu as une intention, tu as quelque chose en toi qui te dit j'aimerais me diriger dans telle direction. Comment tu t'y prends? Juste, je t'interromps, Jean-Luc. Pour moi, quand on part du désir de cette intention-là, on est dans le pourquoi. Oui. Pourquoi je le fais. Et je pense qu'il faut commencer par l'étape de c'est quoi mon pourquoi fort, mes valeurs, ce qui fait sens, ce qui m'anime, cet élan qu'on évoque depuis le début de l'interview, pour aller vers quoi. Mais c'est pas le quoi le plus, pour moi, le plus, j'allais dire intéressant, mais c'est pas le terme. Le comment, c'est, je trouve aussi, comment j'ai envie dans mon être d'incarner ce que je veux faire Et le comment est très important. Comment j'ai envie de faire les choses, comment j'ai envie de collaborer avec, comment j'ai envie de créer. Tu vois, le quoi, le pourquoi et le comment en conduite de projet, je te termine ce que je te disais précédemment. Ouais, merci. Tu vois, tu as l'idée, ok, je vais aller là-bas, tu as un élan, tu poses un diagnostic, hop, force, faiblesse, ok, avec des outils. Ouais. Tu vas mettre en place un plan d'action, anticiper sur comment tu vas savoir si ça marche ou pas dans le processus d'évaluation, et en arrière-plan, bien évidemment, tu vas communiquer. Ça, c'est de la mécanique qu'on enseignera à toutes les personnes qui veulent rentrer et se lancer. En modélisme. Pour moi, ce n'est pas ça la conduite de projet. Je suis bien d'accord avec toi. Pour moi, la conduite de projet, même si c'est important d'avoir des outils, même si c'est important d'être dans la mécanique, la conduite de projet, pour moi, c'est à la fois repérer son élan, écouter son élan, qui te donne une vision qui soit la plus claire possible, et à partir de là, t'apercevoir que tu as des freins intérieurs parce que tes modes de pensée ne sont pas adaptés. On chemine toujours de la même façon. Si pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu étais salarié, que tu veux te lancer dans la création d'une entreprise, tu vas passer par une case de remodélisation, de reprogrammation. Ça, c'est important de le repérer
Sinon, tu vas tourner en rond, tu vas douter et tu vas, à un moment donné, baisser les bras et être dans des périodes d'incertitude, d'inconfort et voire de souffrance. Oui. Donc, le parcours d'un chef d'entreprise ou de quelqu'un qui se lance, c'est un parcours qui est difficile et jouissif les deux à la fois. Mais en amont, je pense que l'erreur, c'est de ne pas prendre conscience que la façon dont tu penses à la chose n'est pas forcément la bonne. Tu vois, dans une situation de conflit, par exemple, dans une relation, tu t'aperçois qu'on a des réflexes, on a des programmes qui nous font penser toujours de la même façon. Oui. Et on tourne en rond, on est dans un labyrinthe. Et quand tu dois, puisqu'on est tous les deux formés à la communication non violente, donc j'ai envie d'aller un petit peu vers ça, pour le coup, quand moi j'ai appris, testé et puis surtout pratiquer la communication non violente, j'ai mesuré combien j'étais empêtrée dans mes jugements, dans mes croyances, dans mon ego, qui finalement amène, moi j'appelle ça les ping-pong en monologue, quoi, c'est-à-dire les dialogues de sourds où chacun dit ce qu'il a à dire depuis son ego, sans pouvoir finalement à la fois être à l'écoute de lui-même et à l'écoute de l'autre. Encore ce mouvement de va-et-vient de soi à soi et de soi vers l'autre. Quand on prend conscience finalement de son fonctionnement et de son mode de pensée et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, effectivement il y a quelque chose de très inconfortable dans je vais devoir faire un pas de côté sur la façon dont je suis formatée presque. Et tu disais pour un chef d'entreprise qui a une expérience dans le salariat, moi quand je suis sortie de mes études, j'étais déjà formatée entreprise. Souffrance, j'entends travail souffrant. Et l'entrepreneuriat, c'est finalement se dépouiller de ses croyances, de ses jugements, de tout ce qui nous encombre pour aller vers quelque chose qui est, le mot qui me vient, c'est vers l'essence. Et on avance petit à petit en accord avec ça. C'est la fin de la première partie de cet entretien avec Jean-Luc Lambert. Rendez-vous dans 2 semaines pour continuer à déguster son témoignage. Nous parlerons entre autres d'essentiel, de transmission et d'humilité.